Alors pour commencer, la guerre froide, déjà on a une bipolarisation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le monde va être divisé en deux. Vous avez les États-Unis d'un côté, l'URSS de l'autre, donc États-Unis, URSS, d'accord? Je vais redire tout ça, je vais garder mon écran de retour, voir si j'ai tout, ok. Vous avez ce qu'on appelle le rideau de fer. Le rideau de fer, c'est ce qui va séparer les deux territoires. Donc notamment, ça va être une frontière qui va être extrêmement surveillée. Et pourquoi bipolarisation? Parce que vous avez les alliés des États-Unis, ce qu'on appelle l'OTAN. Vous avez des personnes, des grands pays qui sont, enfin des continents même parfois, qui sont influencés par les États-Unis. De l'autre côté, vous avez le pacte de Varsovie, ce sont les démocraties populaires de l'Est de l'Europe. Et vous avez d'autres pays qui sont influencés par l'URSS. Donc on a vraiment le pays séparé en deux. Les pays en blanc, on les reverra plus tard dans le prochain chapitre. En plus de ça, on va avoir une particularité avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les 4 grands pays vainqueurs, donc France, États-Unis, Royaume-Uni et du coup URSS vont se partager l'Allemagne. Elle va être divisée en deux. Globalement, la frontière, ça va être ici. C'est-à-dire que globalement, France, Royaume-Uni, États-Unis qui appartiennent au bloc de l'Ouest vont former ce qu'on appelle la RFA, la République fédérale d'Allemagne. Et là, on va avoir la République démocratique d'Allemagne, du coup, qui est contrôlée par l'URSS. Et en plus de ça, vous voyez que Berlin est également divisé. On reviendra ici, mais Berlin est aussi divisé en 4, en plein milieu, du coup, de l'Allemagne de l'Est. Ensuite, donc l'émergence de deux blocs antagonistes. D'un côté, on a ce qu'on appelle la bipolarisation du monde, c'est ce qu'on a vu. Et donc, définition à apprendre par cœur. Le bloc de l'Ouest, c'est les États-Unis et leurs alliés, donc l'OTAN. L'OTAN, c'est l'alliance militaire qui a été signée en 1949. Et vous avez ensuite le bloc de l'Est, donc c'est l'URSS plus le pacte de Varsovie. Et le pacte de Varsovie, c'est quoi? C'est l'alliance militaire signée en 1955 autour de l'URSS par les démocraties populaires. Et 1961, date à apprendre par cœur, construction du mur de Berlin. Donc je vous ai mis une photo du mur ici, effectivement. Et vous avez là la zone où vous voyez effectivement que c'est bien protégé. Vous avez du coup des pièges anti-chars. Vous avez des fossés. Vous allez avoir des tours de garde, des miradors. Vous allez aussi avoir du coup des personnes qui vont faire des rondes. Bref. Clairement, impossible de passer d'un côté ou de l'autre du mur, c'est vraiment ultra sécurisé. Et ça, il y a quand même beaucoup de personnes qui vont tenter, donc beaucoup qui vont mourir. Donc on a vraiment Berlin divisé en deux avec ce mur qui va être construit, et du coup, Berlin est le symbole de la bipolarisation du monde. Ensuite, deux idéologies antagonistes, donc deux choses à retenir, un petit tableau que vous pouvez apprendre par cœur. Pourquoi on est clairement sur deux régimes totalement différents. Les États-Unis, c'est une démocratie. L'idéologie, c'est le capitalisme. Et l'alliance, c'est l'OTAN. De l'autre côté, vous avez le pacte de Varsovie, qui est l'alliance. Mais vous avez surtout l'URSS, qui est une dictature et qui est le communiste. Je ne reviendrai pas plus en détail là-dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que on a déjà vu dans la vidéo sur YouTube, sur l'URSS, le communisme, ce que c'était, etc. Donc pas besoin de revenir dessus. Vous avez déjà tout. Deux noms à retenir tout de même, c'est deux doctrines, la doctrine Truman et la doctrine Jdanov. La doctrine Truman, c'est du nom du président des États-Unis, qui à partir de 1947 va faire une doctrine où il va expliquer que le monde est divisé en deux. D'un côté le monde libre, ceux qui veulent la démocratie, les libertés, et de l'autre côté le monde, on va dire, communiste de l'URSS, qui sont plutôt pour l'oppression, le contrôle, la suprémation des libertés. Et de son côté, Jdanov, qui est un ministre, si je dis pas de bêtises, de Staline, bref pareil, qui lui fait une doctrine où il explique qu'il y a les pays qui sont dans le communisme, qui prônent la liberté de leur peuple, etc. et qui doivent lutter contre effectivement les pays impérialistes qui ont comme objectif de dominer le monde, de contrôler le monde. Donc c'est deux doctrines totalement différentes en fait qui s'opposent mutuellement. On a du coup une guerre aussi qui va aller même au niveau de la culture, qui va aller beaucoup plus loin que la simple idéologie, c'est une guerre culturelle, et ça va être aussi notamment au niveau de la conquête de l'espace, où entre soviétiques et États-Unis, on va énormément être en concurrence. C'est l'URSS qui envoie le premier homme dans l'espace, excusez-moi, en 1961, c'est Yuri Gagarin. Et de leur côté, 8 ans après, en 1969, les Américains sont les premiers à marcher sur la Lune, et notamment c'est Neil Armstrong, effectivement,
l'américain qui sera le premier à marcher sur la Lune. Donc on a vraiment une conquête spatiale. Pourquoi? Parce que l'espace c'est quelque chose qui fait rêver à cette époque, c'est quelque chose de totalement incroyable et donc forcément c'est un fort outil de propagande pour montrer que notre puissance est la meilleure, etc. etc. On a aussi ça dans la culture, une guerre culturelle, en plus effectivement de la propagande, etc. Notamment dans les comics, là par exemple vous avez Captain America qui est en train de balancer un soldat soviétique, on le reconnaît à son uniforme, au symbole, la faucille et le marteau, donc on voit que c'est un méchant communiste qui essaye d'attaquer Captain America. Donc faut pas oublier que les premiers à lire des comics c'était des soldats militaires américains à la base et donc c'est de la propagande pour leur montrer effectivement, leur expliquer pourquoi effectivement il faut lutter contre l'URSS, etc. Et cette bataille on va les retrouver dans les films, notamment les James Bond, mais aussi avec Rocky par exemple, je pense que c'est dans Rocky 4 si je dis pas de bêtises, où on voit bien effectivement la propagande américaine et la propagande aussi soviétique qui est présentée ici, qui est un peu moquée, etc. Bref, c'est une guerre vraiment qui va se dérouler sur tout les fronts, enfin presque. Un monde à l'équilibre fragile, c'est ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Pourquoi? Parce qu'en 1949, là je dis des bêtises, en 1949, l'URSS se dote de l'arme atomique. Et c'est très important parce qu'à partir de ce moment-là, vous savez que les États-Unis l'ont déjà, on avait parlé des bombardements d'Hiroshima. À partir de ce moment-là, en fait, le monde craint qu'il y ait une potentielle guerre nucléaire et ça aurait pu se produire avec la crise de Cuba en 1962. J'y reviendrai plus en profondeur juste après. Ce qui va amener ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. C'est quoi la dissuasion nucléaire? C'est la doctrine qui part du principe qu'une guerre nucléaire tout simplement provoquerait la destruction totale des deux camps. Et j'arrive pas à régler ça comme il faut. Hop, voilà. Qui provoquerait du coup la destruction totale des deux camps. Ce qui fait que tout simplement, s'il y en a un qui lance sa bombe atomique, l'autre pourra la renvoyer. Donc cette crise de Cuba, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'île effectivement que vous avez dans la mer des Caraïbes qui est très très proche de la Floride, à moins de 200 km si je ne dis pas de bêtises. Et du coup on va avoir un affrontement entre les deux dirigeants de l'époque, Khrouchtchev qui est le dirigeant de l'URSS et Kennedy qui est le dirigeant des États-Unis. Pourquoi ? Tout simplement, il y a des bateaux soviétiques qui sont en train d'amener des ogives nucléaires au Canada, à Cuba, excusez-moi. Et à Cuba, on a déjà des lancements de missiles, on a déjà des missiles sur place. Et en fait, les États-Unis ont tout simplement peur que l'URSS s'en serve pour atteindre la Floride, mais surtout aussi atteindre Washington, etc. La portée des missiles à cette époque pouvait aller jusqu'à Washington. Et donc il y aura un conflit entre les deux. Kennedy qui va ordonner effectivement aux navires soviétiques de repartir, de démanteler tout ce qui est missiles nucléaires à Cuba. Ce à quoi Jdanov refuse et finalement ils vont trouver un compromis parce qu'ils ont bien compris que la guerre pourrait être très 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 compliquée. Et donc le compromis, c'est que les Américains acceptent de ne pas envahir Cuba, ils font une déclaration écrite, etc. Ce à quoi du coup l'URSS peut repartir sans être humilié parce que du coup ils n'ont pas cédé face aux États-Unis, ce serait dans leur logique, c'est les États-Unis qui ont cédé en laissant Cuba libre. Tandis que du côté américain, ils ont sauvé effectivement la guerre froide et pour eux c'est une victoire parce que du coup Cuba ne peut pas être armé nucléairement et donc ne peut pas être ne peut pas être un agresseur potentiel des États-Unis. Et ça va amener ce qu'on appelle la détente, c'est-à-dire qu'ils ont bien compris les deux grands que ça ne servait à rien effectivement de jeter de l'huile sur le feu, etc. Parce que si une bombe nucléaire était lâchée, de toute manière les deux allaient mourir. Donc la détente, c'est la période marquée par un relatif apaisement des tensions et une ouverture du dialogue Est-Ouest, malgré les affrontements meurtriers dans le tiers-monde, notamment au Vietnam en 1963-1973. Pourquoi? Parce que le Vietnam du Sud est envahi par la partie nord qui est communiste. Les Américains vont donc intervenir, notamment c'est ce qui va donner lieu à des photos très célèbres que j'ai pas mises ici, mais vous allez avoir notamment les bombardements qui vont être faits au napalm, etc., qui vont créer des incendies. Et aux États-Unis, la guerre du Vietnam a une très très faible popularité. Il y a des mouvements de pacifistes qui vont avoir lieu, c'est la photo que vous avez ici, notamment le mouvement hippie, etc., qui vont demander la paix.
Ce à quoi le président américain va finir effectivement par retirer les troupes du Vietnam, ce qui va amener petit à petit effectivement la victoire de la part du Nord-Vietnam qui vont réussir à envahir la totalité du Vietnam du Sud et en faire un pays totalement communiste. Donc la détente, ça ne veut pas dire que les deux puissances arrêtent de faire quoi que ce soit, ça veut juste dire qu'elles ne s'affrontent pas directement, c'est une guerre indirecte. Là par exemple, les soldats soviétiques n'interviennent jamais durant la guerre du Vietnam. Comment va se terminer la guerre du Vietnam? Je crois que j'ai pas dépassé mon temps, mais je n'en suis pas loin. Reagan, qui est président des États-Unis de 1981 à 1989, va reprendre la course aux armements, sauf qu'à cette époque, l'URSS n'arrive absolument plus à suivre le rythme. Du coup, Gorbatchev, qui est le président soviétique de l'époque, tente de trouver des solutions pour réformer le système soviétique, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de demandes de liberté, etc. Et en tentant de reformer le système soviétique, ça va être un échec, et ça va mener à la fin de l'URSS. Donc vous avez Reagan à gauche, Gorbatchev à droite, si jamais vous tombez dessus au brevet, comme ça vous pouvez les repérer. Et donc la fin de la guerre froide sera due en 1989 par la chute du mur de Berlin, suite à une incompréhension au niveau des services allemands qui ne comprennent pas. On dit on peut l'ouvrir quelques heures, puis finalement ils ne comprennent pas, ça ouvrait. Et puis t'as tellement de Berlinois qui vont s'engouffrer dans la bêche pour passer de l'autre côté du mur, que finalement le mur va tomber. L'année d'après, du coup, ça va amener la réunification allemande. Il n'y aura plus de RDA et plus de RFA, c'est l'Allemagne telle que vous la connaissez. Donc comme vous avez pu voir, c'est quand même quelque chose de récent. Et en 91, ça entraîne la fin de l'URSS. Et donc voici une image symbolique de la chute du mur. Et je crois que j'ai fini. Yes, j'ai fini.